Il est 18 h à Paris, 18 h à Vienne. Bonsoir à tous. Les pays de l'OPEP ont décidé de maintenir leur statu quo. Pas question pour l'heure de réduire la production pour faire remonter les prix. Le Brent à Londres est à nouveau tombé. Quant au pétrole à New York, il est passé sous la barre des 70 $. Une frégate grecque remorque un cargo avec à son bord 700 migrants clandestins. Cela s'est passé au large de la Crète. Sur le bateau, 200 femmes et enfants. Ils venaient pour la plupart d'Afghanistan et de Syrie. Dans cette édition, nous serons en direct d'Athènes. Et puis le roi Pelé, toujours hospitalisé pour une infection urinaire. On apprend ce soir que son état de santé empire. La légende du football brésilienne a été transférée dans une unité de soins spécialisés. Nicolas Rançon nous en dira plus dès l'ouverture de ce journal. Et direction tout de suite Rio de Janeiro. Bonjour Nicolas Rançon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ce soir avec le roi Pelé? Eh bien écoutez, pour le moment, il faut rester très prudent. Pelé, l'icône du football brésilien, a été hospitalisé lundi soir. Il est actuellement traité pour une infection urinaire, traité sous antibiotiques, a été transféré aujourd'hui, ce matin, dans une autre unité de soins semi-intensifs de cette même hôpital situé à Sao Paulo pour y recevoir, disent les médecins, les meilleurs soins possibles. Alors ces informations, elles ont été révélées dans un communiqué de presse à 16 h, heure de Paris, et que pour que vous mesuriez l'importance de ce personnage dans la vie brésilienne, pas moins de 4 médecins signent ce communiqué. Il faut rappeler que Edson Arantes do Nascimento, âgé de 74 ans, a eu, il y a un peu plus de 10 jours, un malaise lors d'un événement. Il a été, là encore, hospitalisé. Et selon certains médias brésiliens, cette nouvelle hospitalisation de lundi dernier serait la résultante d'une mauvaise prise de médicaments alors qu'il se trouvait dans son domicile. Peu d'éléments donc sur son état de santé, mais vous pouvez l'imaginer, dès qu'il s'agit du roi Pelé, tout le Brésil s'arrête. Le triple vainqueur de la Coupe du Monde de football est ici une icône. Et pour le moment, les médias brésiliens analysent la situation. Les chaînes d'information ne sont pas encore passées en ce qu'on appelle le mode breaking news, mais elles restent vigilantes et tout le Brésil reste dans l'attente. L'hôpital vient de préciser que l'équipe médicale donnera de nouvelles informations dès que possible. Merci beaucoup, merci Nicolas Rançon depuis Rio de Janeiro. Donc l'état de santé du roi Pelé qui s'est empiré. On suivra ça évidemment dans les heures qui viennent. Les prix du pétrole ont chuté de près de 30% depuis juin dernier. Une réunion cruciale de l'OPEP s'est tenue ce jeudi à Vienne. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont décidé finalement le statu quo. Ils ne réduiront pas leur production pour doper les prix. Écoutez tout de suite le secrétaire général de l'OPEP. Nous ne voulons pas céder à la panique et nous voulons voir également comment se comporte le marché. La baisse du prix du pétrole ne reflète pas de changements fondamentaux. Voilà, et suite à cette annonce, les prix du pétrole ont à nouveau chuté. Le Brent à Londres est aux alentours de 73 $ et à New York, le baril de pétrole est tombé sous les 70 $. Direction à présent Athènes. Nathalie Savarikas, bonsoir. Cette affaire, ce nouveau drame de l'immigration, une frégate a été repêchée remorquée avec près de 700 migrants à bord, dont 200 femmes et enfants, des migrants qui ont commencé à débarquer à Laparta. Comment vont-ils être pris en charge ? Oui, effectivement, ce cargo tombé en panne au large de la Crète depuis environ 48 heures, amarré ce midi près de la ville portuaire de Hiera-Petra au sud-est de l'île. Le navire, avec environ, c'était 595 migrants à bord, comme vous l'avez dit, beaucoup de femmes et d'enfants. Ils ont été progressivement remorqués par une frégate de la marine grecque. Des équipes du ministère de la Santé se sont rendues à bord. Ils ont effectué les contrôles médicaux nécessaires, vaccinant les enfants aussi contre la polio, une maladie qui a un retour en Syrie. Mais a priori, la majorité en bonne santé. Alors,
Après, selon le maire de Hyera, Petra, la majorité de ces migrants sont syriens. Il y a aussi des Afghans, Palestiniens et Iraniens, Irakiens. Ils vont pouvoir se reposer dans un gymnase aménagé, un abri temporaire certes, où des bénévoles ramassaient aussi des couvertures et de la nourriture, des matelas et tous des produits d'hygiène pour ces migrants. Mais le maire de cette municipalité de 16 000 habitants environ a prévenu qu'ils étaient bien trop nombreux, ces migrants, pour pouvoir les accueillir à long terme. Et c'est le cas aussi, bien faut le dire, de nombreuses îles grecques qui accueillent chaque soir des migrants arrivant en barque depuis les côtes turques. Merci beaucoup Nathalie Savarikas en direct d'Athènes. Et on reste en Grèce où plus de 25 000 personnes ont manifesté ce jeudi contre l'austérité à Athènes, mais également à Salonique. Une grève générale de 24 heures a été observée par les syndicats du privé et du public. Cette manifestation intervient une semaine avant le vote du budget de 2015 par le Parlement. Un budget qui prévoit une fois encore une baisse des dépenses, et notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Je vous rappelle qu'au mois d'août, le chômage en Grèce s'établissait à près de 26%. Ce procès maintenant qui s'est ouvert à Paris, celui de deux Français soupçonnés d'avoir tué à Tel Aviv en 2011 Li Zaytouni, une jeune Israélienne. Ils l'auraient percutée avec leur 4x4 et puis ils auraient pris la fuite. Une affaire qui a quelque peu tendu les relations entre la France et Israël. James André suit ce procès pour nous au tribunal correctionnel de Paris. Alors beaucoup de monde aujourd'hui pour assister à ce procès, comme vous pouvez le voir. De nombreuses personnes n'ont pas pu rentrer dans la salle d'audience qui est complètement pleine. Il y a un peu plus de 150 personnes et il y a plusieurs dizaines de journalistes israéliens qui sont venus d'Israël pour couvrir ce procès. Une affaire qui avait ému l'opinion publique israélienne. Deux hommes lancés à pleine vitesse dans les rues de Tel Aviv qui fauchent une jeune femme de 25 ans, Li Zaytouni, avant de prendre la fuite vers la France. Deux hommes qui reconnaissent les faits. Eric Robic notamment dit avoir vu le corps de la jeune femme voler dans son rétroviseur et effectivement son co-accusé, le passager Claude Kayat, qui lui s'est excusé auprès de la famille. Les deux hommes qui cherchent tout de même à minimiser leurs responsabilités en disant par exemple qu'ils n'ont pas vu le feu rouge qui est une circonstance aggravante dans ce cas-ci. L'affaire avait défrayé la chronique, notamment parce qu'Israël avait demandé l'extradition des deux hommes, extradition refusée par la France puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays et que la France a pour principe de ne pas extrader ses ressortissants vers des pays extérieurs à l'Union européenne. En tout cas, Eric Robic risque 10 ans de prison pour homicide involontaire aggravé. Quant à Claude Kayat, lui, il risque 5 ans pour non-assistance à personne en danger de mort. En Afghanistan, un attentat suicide a visé ce jeudi un convoi diplomatique à Kaboul, la capitale. 6 personnes ont été tuées, dont un Britannique. Ce sont les talibans qui ont revendiqué l'attaque. Juliette Lachernay. Au milieu des débris et des voitures calcinées, quelques traces de sang. Ce matin, à l'est de la ville, un kamikaze se fait exploser à proximité d'un véhicule diplomatique britannique. Les gens étaient blessés, il y avait même des enfants. L'un d'entre eux était blessé à l'œil, d'autres à l'oreille. Il y en avait partout et on ne pouvait pas les approcher. Bilan, au moins 6 morts, des Afghans mais aussi un Britannique et plus d'une trentaine de blessés selon les autorités. Quand la situation s'est un peu calmée, je me suis rapproché. Il y avait des morts et des blessés. Alors nous les avons déposés dans des voitures et ils ont été emmenés à l'hôpital. Un attentat immédiatement revendiqué par les talibans dans un communiqué qui refuse toujours d'entamer des pourparlers avec le gouvernement central. À l'heure du retrait des forces de l'OTAN prévu pour la fin de l'année, la tension reste palpable. À Kaboul, les attaques sont quasi quotidiennes. Lundi, 2 soldats américains ont perdu la vie dans une attaque à la bombe. Autre attentat suicide le week-end dernier lors d'un match de volley-ball faisant plus d'une 50aine de morts, le plus meurtrier depuis décembre 2011. Aux États-Unis, après l'affaire Michael Brown, l'affaire Tamir Rice, du nom de ce jeune garçon noir de 12 ans qui jouait avec un faux pistolet dans une aire de jeu de Cleveland, dans l'Ohio, et qui a été abattu par les forces de l'ordre. Une vidéo provenant d'une caméra de surveillance circule aujourd'hui et suscite évidemment une fois encore la colère. Une colère qui pourrait se raviver après les émeutes de Ferguson. La nuit dernière a été calme dans cette localité du Missouri. Les Américains célèbrent ce jeudi Thanksgiving. Stanislas de Saint-Hippolyte se trouve pour nous devant le commissariat central de Ferguson.
Pour la première fois depuis 3 jours, la ville de Ferguson se réveille sans compter le nombre d'arrestations, sans compter le nombre de vitrines cassées, sans compter non plus le nombre de projectiles lancés sur la police. La nuit a été calme et pour la première fois, enfin, cette banderole de fête pour la fête de Thanksgiving n'a pas l'air complètement absurde ici dans cette ville de Ferguson devant le commissariat de police où je me trouve. La fête de Thanksgiving, c'est peut-être un des éléments qui a participé au calme cette nuit parce que c'est une grande fête familiale ici aux États-Unis, un jour férié, les gens restent chez eux. Il fait froid aussi, cela peut peut-être aussi expliquer pourquoi tout est plus calme, la situation est plus calme. Le fait que la nuit ait été calme ne veut pas dire que tout est terminé, que tout est fini. Il y aura d'autres manifestations, il y en a eu d'autres à travers le pays, à Los Angeles notamment avec 130 interpellations cette nuit. Et puis il y a d'autres mouvements prévus pour Black Friday, pour les grandes soldes de ce vendredi par exemple. La situation reste tendue, le sujet reste encore très délicat et la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres ici à Ferguson. Retour en France avec la 3e conférence environnementale. Elle s'est tenue à l'Elysée en présence du chef de l'État François Hollande. Il s'agit de préparer la conférence sur le climat de décembre 2015, conférence qui aura lieu à Paris. Laure Manin. Jamais François Hollande ne s'était montré aussi écologiste. À l'ouverture de la conférence environnementale, le président a longuement plaidé la cause du climat. La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat et j'espère une exemplarité en matière de transition énergétique. Première mesure phare, la fin des subventions des projets incluant le charbon pour les pays en développement. François Hollande a également promis d'essayer de convaincre l'Union européenne de supprimer les subventions aux énergies fossiles. Parmi les dossiers d'actualité que le président a évoqués, le barrage de Sivens. La pertinence du projet va être réexaminée. François Hollande a même préconisé le recours à des référendums locaux pour les projets d'aménagement du territoire qui prêtent à polémique. Quant à l'écotaxe poids lourds abandonnée par le gouvernement, elle pourrait finalement faire l'objet d'une expérimentation en Alsace-Lorraine. Malgré ces annonces, le président ne convainc pas tout à fait. Certains attendent de voir, comme ces 2 anciennes responsables de l'écologie au gouvernement. Les objectifs de la loi de transition énergétique sont très bien. Moi, je les partage à 200%. Après, il y a des actes où, effectivement, on continue sur Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a des actes qui vont un peu à l'encontre des discours. Il y a actuellement beaucoup de coupes budgétaires concernant l'écologie. Il n'y a pas eu un mot à ce propos. On n'a pas abordé la question du diesel. En matière de transport, le gouvernement préconise d'encourager le covoiturage. Le domaine de la santé est aussi en souffrance. Une campagne d'information sur les pesticides ou l'évaluation des dangers des nanomatériaux ont été évoquées.